Bonjour à tous. Et donc, avant de vous présenter le petit film qui a été fait à Madagascar et qui relate un exemple d'agriculture familiale, j'ai tenu à vous montrer ces quelques diapos et qui, en fait, vont vous expliquer ce que sont les caféiers. Parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'idées fausses, ou en tout cas de choses qui sont très mal connues là-dessus. Et donc, je vais vous parler de cette biodiversité des caféiers et de la caféiculture. Alors, caféiculture, vous savez que le café, c'est pratiquement un rôle social, économique aussi, bien sûr, puisque du café, c'est le matin, c'est quand on se voit entre copains, c'est à tous les moments. Et donc, c'est évidemment quelque chose d'important, même si ça ne rentre pas directement dans ce qu'on pourrait appeler une plante alimentaire. Donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer. On monte un scénario un peu, on va dire, catastrophe. Ça veut dire, est-ce que éventuellement un jour on pourrait ne plus avoir de café à boire et comment est-ce qu'on pourrait remédier à tout cela et qu'est-ce qu'on fait déjà? Alors le constat, il est le suivant. La production de café, elle se fait uniquement par des pays du Sud. Donc ça, c'est très important à comprendre. Il y a 52 pays qui sont impliqués dans cette production. Pour effectuer cette production, c'est pratiquement que des productions de type familial. Donc on n'est ici pas du tout dans un schéma de grande culture due à une entreprise quelconque. Et du coup, eh bien, ce sont grosso modo 26 millions de familles qui pratiquent cette caféiculture, et ça veut dire qu'en gros, ça permet de faire vivre 130 millions de personnes, ça n'est pas négligeable. Donc on a un rôle de cette culture-là qui est extrêmement importante au niveau économique et donc du coup social aussi, bien sûr. Alors en ce moment, on entend beaucoup parler de changement climatique et on peut se demander comment les changements climatiques peuvent nous impacter de manière directe. En ce qui concerne la caféiculture, il y a une étude qui a été faite en 2012, et c'est une étude scientifique, c'est pas une statistique qui a été commandée par un tel ou un tel. Et donc cette étude scientifique, à partir d'observations qui ont été faites sur la culture du caféier arabica, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard, eh bien, ils ont pu mettre en place 3 types de scénarios pour essayer de faire des prévisions et de voir comment allaient évoluer les zones qui permettent aujourd'hui la culture de l'arabica, qui sont favorables à la culture de l'arabica. Et vous pouvez voir très clairement dans les 3 schémas qui sont en bas que quel que soit le scénario, les zones optimales qui sont mises en verte, eh bien, elles décroissent au fur et à mesure du temps. Par contre, les zones qui sont défavorables à la culture de l'arabica, c'est ce qui est schématisé en gris, eh bien ces zones-là, elles vont être de plus en plus importantes. Donc il va y avoir un vrai problème si on ne fait rien par rapport à cette production d'arabica. Alors pour vous expliquer aussi ce que c'est que cette culture, eh bien en fait la culture du café, elle dépend de 2 espèces qui sont principalement cultivées dans le monde. Donc c'est caféier arabica qui donne le café arabica, et ça représente pratiquement 70% de la production mondiale. Et puis il y a une autre espèce, le Coffea canephora, qui produit un café que l'on nomme couramment le robusta, et lui c'est environ 30%. Ces 2 espèces, comme toutes les autres espèces de caféiers, ne sont pas originaires du continent américain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais elles sont bien originaires d'Afrique. Le rond rouge que vous avez sur la carte africaine représente la zone d'origine de l'arabica, donc c'est en Éthiopie. Et puis tout ce qui est en vert, c'est la zone d'origine du Coffea canephora, donc c'est une zone extrêmement étendue, qui va de l'Afrique de l'Ouest à pratiquement l'Afrique de l'Est, pas l'Afrique de l'Est compris, mais jusqu'au Grand Rift africain. Et tout ce qui est en grisé, eh bien, ce sont les aires de distribution des caféiers sauvages. Et vous voyez sur cette diapo que des caféiers sauvages, il y en a 125 répertoriés dans le monde. Donc vous voyez que 124 espèces à côté des 2 seulement que l'on connaît généralement, eh bien, c'est évidemment extrêmement différent.
Alors, pour vous donner un tout petit peu une idée globale hein, de ce que peut être cette diversité, parce qu'on dit, bon, 124 espèces de caféiers, oui, bon, ils diffèrent par quoi? Ils diffèrent par beaucoup de caractères, des caractères morphologiques. Alors, le plus simple à observer, c'est par exemple la taille des arbres. Hein. Les caféiers, ce sont des arbustes, voire des arbres, qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. Et puis des colorations de fruits. Vous avez un échantillonnage ici en fonction des aires d'origine sur les différentes couleurs de fruits qu'on peut avoir. C'est les couleurs, les fruits, c'est des compositions biochimiques, c'est toute une série de caractéristiques. Et donc, dans les années 70-80, il y a eu de nombreuses prospections qui ont été faites en Afrique pour essayer de collecter ce matériel sauvage et surtout de faire une chose qui est différente de ce que font les botanistes habituellement. Les botanistes constituent des herbiers. Et donc on a des planches, ce sont du matériel sec, hein, sur lequel on peut faire du travail, mais évidemment on ne peut pas retourner à la plante et avoir à nouveau des graines et des choses comme ça. Et là, ce sont des généticiens qui ont fait ces collectes et qui ont mis ce matériel en collection vivante. Donc ça change complètement les choses, parce que là on a un matériel sur lequel on peut revenir, on peut essayer de faire des choses. Ce matériel sauvage en Afrique a été mis en collection à la station de Divo, en Côte d'Ivoire, et c'est là-bas que réside la collection mondiale de caféiers. C'est la plus grande collection au monde de ces caféiers africains. Et donc, ce qui s'est passé dans un premier temps, c'est qu'on a fait des duplicata de cette collection. Alors, pas toute la collection, parce qu'elle est très très importante, mais une représentation des différentes espèces. Et ceci a été ramené dans l'Auxerre tropicale, ici à Montpellier. Et puis, à partir de là, eh bien, on a pensé que les caféiers, ça ne peut pas vivre qu'en serre, parce que ce sont des arbres. Et donc, on a essayé de trouver une solution pour remettre cette mini-collection en champ. Et donc, ça a été fait à La Réunion. Et c'est Emmanuel Couturon qui a été chargé donc d'effectuer la mise en place de cette collection et de complètement gérer toute cette collection et cette chose. Et donc, on se retrouve avec ce centre de ressources biologiques à La Réunion, donc, qui abrite une représentation de cette collection de caféiers sauvages. Alors Emmanuel, entre-temps, a aussi collecté des espèces sauvages de Maurice et des Comores, et donc a enrichi cette collection avec ces espèces-là. Et puis il y a une deuxième collection très importante qui se trouve à Madagascar, qui elle renferme pratiquement uniquement des caféiers malgaches. Et les caféiers malgaches, eh bien, ça représente 61 espèces parmi les 124. C'est vous dire la richesse de cette biodiversité à Madagascar. Toutes les espèces qu'on trouve à Madagascar sont endémiques. Ça veut dire qu'on ne les trouve que là-bas. Et donc, la station de Kianjavat, qui se trouve à 600 km au sud-est de Tana, renferme cette collection. Et cette collection, contrairement à ce qui a été fait à La Réunion, elle a été mise sous couvert forestier naturel. Ça veut dire qu'on a à la fois la biodiversité naturelle de cette forêt, plus la biodiversité des caféiers sauvages qui ont été installés. Alors on doit cette collection à un agronome, monsieur Vianelio, qui le premier a trouvé que vraiment il y avait une telle richesse de caféiers à Madagascar qu'il a voulu les mettre en collection et puis les autres ont suivi. Et donc on se retrouve avec cette magnifique collection. Donc je viens de vous le dire, la collection à La Réunion, c'est ce qu'on appelle une collection ex situ, parce que ce sont des plantes qui ont été déplacées de leur milieu naturel. Et donc vous avez en haut au centre, c'est une photo aérienne hein, qui permet de voir les arbres en ligne. Et donc vous avez aussi ce qu'on a essayé de faire avec Montpellier, c'est la conservation et la cryoconservation des graines produites par ces différentes espèces pour avoir là encore une sauvegarde supplémentaire parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un risque cyclonique ou de n'importe quelle catastrophe et puis les collections sont perdues. Alors voici un exemple de diversité hein, de fruits qu'on observe sur ces caféiers sauvages. Je vous rappelle que tout ça c'est du caféier sauvage. Hein. Donc voilà, des formes, des couleurs de fruits qui sont très variées, qui sont magnifiques. C'est vraiment extraordinaire à voir.
Et quand on est plus à l'est, dans le continent, c'est plutôt des fruits plutôt noirs. Mais on a aussi, sur la photo qui se trouve en bas, alors ça va être à droite pour moi, et qui est avec des fruits verts et côtelés. Et donc ça, ce sont des fruits à maturité. Donc il y a toute une graduation dans les différentes colorations qu'on peut observer, et je parle bien des fruits à maturité. Et ça, c'est par exemple ce qu'on peut avoir sur les îles Mascareignes, c'est-à-dire Maurice, la Réunion. Et donc, voilà un peu la diversité. Maurice est une toute petite île, mais qui abrite au moins 4 espèces de caféiers. Alors, je vous ai parlé donc de Madagascar et de cette collection ex situ aussi, parce que si les caféiers sont sur l'île, ça n'empêche qu'ils ne se trouvent pas tous, ils ne sont pas tous originaires de Kanjavat. Et donc, ils ont été remis en collection, et c'est bien une collection ex situ. Et donc, dans cette collection, on a à peu près une 50aine d'espèces sur les 61 qui ont été décrites. Et là encore, bien sûr, diversité de formes, des hauteurs d'arbres, de grandeur, de taille des feuilles, de fruits, de cycles. Enfin, c'est extraordinaire toute la diversité qu'il peut y avoir. Et donc, c'est un petit peu tout ça qui a fait qu'on a eu envie de montrer aux gens toute cette biodiversité et de leur expliquer à quel point on avait une richesse là et que c'était dommage de ne pas s'en occuper, de ne pas l'entretenir et de ne pas la conserver surtout. Alors à l'île de la Réunion, sous l'impulsion de Frédéric Descroix qui est du CIRAD, il y a eu une coopérative qui a été organisée, donc les producteurs se sont regroupés et ils ont accepté une charte de production pour une variété particulière d'Arabica qui est la variété Bourbon pointu et qui donne une plus-value lors de la vente pour eux de ce café et qui est un café qui est vendu extrêmement cher. Mais bien sûr, à côté de ça, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'exigences et de choses qui sont requises pour valider cette production. Et donc, il faut bien sûr cueillir les fruits à maturité complète, etc. Et lorsque la récolte est apportée, eh bien, il va y avoir tout un process qui doit être parfaitement bien suivi, là aussi, pour assurer la qualité. Pour que, à la fois, le producteur puisse avoir l'argent qu'on lui a promis, mais aussi le consommateur avoir la qualité qu'il souhaite. Alors, quand on est à Madagascar, les choses sont un tout petit peu différentes. Parce que là, on n'est pas très loin en termes de kilomètres, c'est grosso modo 1h30 d'avion, mais on est dans 2 mondes complètement différents. La Réunion, c'est la France. Madagascar, on est dans un pays extrêmement pauvre aujourd'hui, alors qu'il recèle des richesses incroyables. Mais en tous les cas, voilà ce qu'on voit. Donc on se retrouve ici chez un producteur. On est sur 3 générations, donc il y a les grands-parents, les parents, les enfants. Et puis, il y a bien sûr beaucoup d'enfants. Alors, pourquoi beaucoup d'enfants? Parce que d'abord, on a besoin d'aide pour les travaux. Et puis ensuite, parce que dans tous ces enfants-là, il y en a qui vont mourir précocement et que donc, on a besoin d'en avoir quelques-uns qui restent là et qui continuent la famille. Alors, puisqu'on est dans un pays très pauvre, ça veut dire que les producteurs, d'abord, ils ne sont pas organisés. Et puis ensuite, ils n'ont pas du tout les moyens j'allais dire, prendre soin de leur culture, surtout quand c'est des arbres qui sont censés produire presque tout seuls, entre guillemets. Et donc, voilà, ils font les choses un petit peu comme ça. Ça veut dire que vous avez, par exemple, alors qu'est-ce que ce serait en haut à droite, des caféiers qui sont très très mal parce qu'ils sont complètement stressés, ils sont défoliés à un moment où ils devraient avoir leurs feuilles. Et ça, c'est parce qu'ils ne sont plus du tout adaptés à ces conditions de développement. Et donc, du coup, ça fait des arbres qui ne vont évidemment pas produire. Quand ils récoltent, eh bien, ils passent une fois, ils récoltent, ils vont récolter tout en vrac. Ça veut dire des fruits verts, des fruits mûrs, des fruits trop mûrs.
et puis on va les mettre à sécher comme ça au soleil, donc il y a des choses qui vont un peu pourrir. Bon. Et donc du coup, au final, ça fait un café, même si au départ c'était la même variété, ça fait un café qui est de bien moins bonne qualité et qui est vendu 20 fois moins cher. Donc ça fait quand même une sacrée différence dans les rentrées. Alors comment est-ce qu'on pourrait utiliser toutes ces ressources biologiques pour notre problématique qui est, moi je voudrais être un producteur de café, je voudrais produire du café et gagner de l'argent avec ça. Donc on a un institut de recherche qui est un peu l'équivalent de l'INRA, qui est le FOFIFA à Madagascar. Et donc, les gens qui travaillent sur le programme café depuis fort longtemps ont déjà commencé à réfléchir à ce problème. Et ils ont déjà produit quelque chose qui pourrait être des variétés déjà que les gens pourraient utiliser et qui est donc du matériel sélectionné. Mais bien sûr, avant d'arriver à une très large diffusion, il y a encore des tests à faire. Et là, c'est les moyens pour faire les tests. Mais ceci dit, voilà, je vous ai mis pour juste vous montrer ce que c'est qu'un arbre sélectionné à côté d'un arbre qui n'est pas sélectionné, qui a été introduit. Les caféiers arabica ont été introduits à Madagascar. Et l'arbre qui est pratiquement complètement défolié, eh bien, ce sont des arabicas sauvages qui viennent de la collection d'Éthiopie. Ils ne devraient pas du tout être comme ça, ils devraient être comme leurs voisins. Donc vous voyez que lorsque on va utiliser quelque chose qui est mal adapté, ben, évidemment, les productions, elles vont s'en ressentir. Alors on pourrait parler de conservation aussi in situ, ça veut dire la protection des forêts naturelles qui abritent les caféiers sauvages, qui sont leurs hôtes. Et à La Réunion, c'est envisageable. On a déjà des parcs nationaux, on a toute une série de choses qui sont en place pour cette conservation. Pour les caféiers, c'est un tout petit peu dommage parce qu'on n'a qu'une seule espèce qui est native de La Réunion. Donc oui, c'est bien la conservation in situ, mais là, ça ne concerne qu'une seule espèce. Alors ça aurait été plus intéressant à Madagascar, puisque je vous le rappelle, 61 espèces. Mais le problème de Madagascar, c'est qu'on détruit de plus en plus les forêts et que du coup, ça commence à être vraiment très problématique, puisque aujourd'hui, on a 6/7 des forêts naturelles qui ont disparu. Donc c'est vraiment une situation catastrophique qu'on a là. Et alors on va brûler ces forêts pour différentes raisons. Parce que d'abord, on veut récupérer des nouvelles terres pour cultiver, mais aussi pour des histoires politiques, des histoires de voisinage. Enfin bref, il y a toute une série de choses. Le résultat final, c'est que c'est la forêt qui paye, c'est la forêt qui disparaît. Alors je vous ai dit, on brûle pour différentes raisons, mais on brûle aussi parce qu'à Madagascar, la seule façon de cuisiner, j'allais dire, et c'est vrai dans les campagnes, mais aussi dans les grandes villes, y compris à Tana, la capitale, c'est que les gens utilisent le charbon de bois pour cuisiner. Ils refusent complètement d'utiliser le gaz, alors pour deux raisons. D'abord parce que ça leur fait peur, ensuite parce que c'est très cher. Et donc, du coup, on en est toujours à avoir besoin de charbon de bois. Néanmoins, comme à Madagascar, comme en Afrique, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place depuis fort longtemps pour essayer de préserver les choses. Ça va être, par exemple, en Afrique, les totems, mais à Madagascar, ce sont les forêts sacrées. Donc, quand on rentre dans une forêt sacrée, d'abord, on ne peut pas y rentrer comme ça normalement, on doit demander des autorisations du matériel. Donc, il y a vraiment toute une procédure, normalement, à suivre. Et donc, c'est une procédure que nous avons suivie quand nous avons été dans la forêt sacrée du Mont Vatuvave au cours de la mission pour le film. Alors, l'autre point qui est important, c'est l'éducation. Parce que si on n'a pas expliqué aux populations en quoi c'est important cette biodiversité, et ce que je raconte là sur les caféiers, c'est vrai pour beaucoup d'autres choses, bien sûr, eh bien, évidemment, on recommence toujours le même discours. Et donc, on se dit que éduquer les populations, ça commence aussi par les enfants, ça commence
aussi par des parcours pédagogiques. C'est ce qu'a mis en place Emmanuel Couturon au Conservatoire botanique national de Mascarin. Et donc, on a pu voir tout ça lors des journées du patrimoine en 2013. Alors, à Kianjavat, on est bien moins organisé. On a adossé à cette station un village, le village de Kianjavat. Et donc, dans ce village, il y a 2 écoles primaires, un collège. Et donc, ce qu'on essaie de faire, ce sont des visites pour expliquer aux collégiens un petit peu ce qu'on a. Et puis aussi d'organiser des activités avec les enfants. Donc ces enfants du primaire, donc vous les voyez, ils ont des livres dans leurs mains. Ce sont des livres qui sont écrits en français, donc c'est pas juste pour la photo, c'est vraiment qu'ils apprennent à parler le français à l'école. Alors il faut comprendre que c'est difficile pour eux parce que leur langue maternelle, évidemment, c'est le malgache. Que le malgache, ça se parle de manière courante, hein, c'est pas accessoirement, c'est tout le temps. Et qu'en plus, on va leur demander à l'école d'apprendre ce français. Donc souvent, les enfants apprennent alors que leurs parents savent très mal le parler. Donc c'est vraiment très difficile et ils ont besoin d'être soutenus pour justement arriver à faire cet apprentissage. Et donc pour finir, voilà le tournage. Et le tournage, ça s'est passé à La Réunion, ça s'est passé bien sûr à Madagascar. Et le film qui va vous être présenté ne rapporte que le cas sur Madagascar. Il y aura de l'agriculture à Madagascar, mais il y a un autre film plus important qui est en cours de préparation et dont on reparlera, j'espère, un petit peu plus tard. Voilà, je vous remercie.